Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. On est très heureux de vous voir aussi nombreux pour ce webinaire de lancement de la campagne. Donc, je me présente, je suis Cécile Bertin et je suis chargée de cette campagne Ensemble pour changer total, les chrétiens s'engagent. C'est une campagne qui est co-portée par deux organisations. Donc, d'une part, le mouvement Laudato Si, qui est un mouvement catholique international qui a été créé en 2015. Et son nom s'inspire de l'encyclique du pape sur l'écologie qui a été écrite la même année. Et c'est une organisation qui regroupe donc 900 organisations membres qui sont réparties sur les 5 continents. Et il y a 10 000 animateurs qui ont été formés par le mouvement Laudato Si, qui vise globalement à inciter les catholiques à s'engager sur les sujets d'écologie et à les soutenir dans leurs actions. Et l'autre mouvement qui organise cette campagne, c'est le collectif Lutte et Contemplation, qui a été lancé en 2023 et qui souhaite porter une voix chrétienne dans les luttes écologiques et sociales. Donc c'est à la fois un espace de fraternité et de mobilisation qui mène des actions de plaidoyer, qui rejoint des mobilisations existantes et qui propose aussi des mobilisations avec des actions créatives et non violentes. Donc, je vais vous présenter rapidement le déroulement de cette soirée. Alors, on a eu un changement de dernière minute, puisque ce n'est plus Dominique Bourg qui va intervenir, il sera remplacé par Pierre-Louis Choquet, parce qu'il a eu une opération chirurgicale qui l'a contraint à annuler sa participation. Et donc, on remercie Pierre-Louis Choquet de le remplacer en dernière minute et d'être avec nous ce soir. Et donc, on aura d'abord la présentation de Louis-Maxence Delaporte, qui vient de l'ONG Reclaim Finance. Puis, on aura une présentation de Pierre-Louis Choquet sous forme de questions-réponses. Et on vous invitera ensuite à poser vos questions par écrit dans le chat. Et puis, on aura également une intervention de Steven Kezamutima, qui nous parlera de son rôle de coordinateur des actions du mouvement Laudato Si en Afrique. Et comme l'a dit Anne, c'est enregistré ce soir. Et donc voilà, je laisse la parole à Anne du mouvement Laudato Si pour nous parler un peu de cette campagne. Voilà, donc quelques mots pour introduire la soirée. Donc moi, je suis coordinatrice pour la France du mouvement Laudato Si, et je voulais vous parler un petit peu voilà, de cette campagne et de pourquoi on est là ce soir. En fait, finalement, la meilleure manière de commencer pour expliquer cette campagne, c'est de revenir à la base, au changement climatique. On a les impacts du changement climatique aujourd'hui qu'on constate à la fois en France et à l'étranger, et par le rôle au sein du mouvement Laudato Si, je suis bien placée pour effectivement avoir des échos de ce qui peut se passer à la fois en France et à l'étranger. Voilà, je pense aux inondations qu'il y a eu dans le Pas-de-Calais, dont parlait le référent écologie intégrale d'Arras, à ce qu'il y a eu en Ardèche, pas très loin de chez moi, mais il y en a eu d'autres en France cette année, à ce qui a pu se passer à Valence en Espagne, et puis encore dans d'autres endroits. Et on sait que dans certains pays, les conséquences sont beaucoup plus douloureuses que ce que ça peut être dans un pays comme la France, où il y a aussi des infrastructures et des moyens pour secourir les personnes. Donc on a ce changement climatique, on sait qu'il est dû aux énergies fossiles, et on sait qu'on a besoin de changer, et de changer de manière radicale pour arrêter d'utiliser ces énergies fossiles. Et forcément, ça demande beaucoup plus de changements et beaucoup plus d'efforts aux entreprises qui sont dans le domaine fossile, comme c'est le cas de Total Energy. Et c'est pour ça qu'on interpelle ces entreprises pour les appeler à changer, en ayant conscience de toutes les difficultés que ça peut poser, effectivement, et toutes les questions. Et donc, on prendra bien le temps de rentrer dans le sujet au cours de la soirée. Je pense que s'il y a deux choses qu'on a à dire sur notre rôle en tant que chrétien, c'est peut-être que la première, c'est d'avoir ce courage de l'interpellation, un peu comme les prophètes pouvaient faire à leur époque. Ils n'hésitaient pas à dénoncer les injustices. Et ben nous, quand on a quelque chose qu'on constate et qu'on voit ses conséquences, et ben il faut qu'on puisse dire aussi les choses qui dérangent, même si c'est difficile, et que ça ouvre plein de questions et que ça ouvre des discussions derrière qui sont pas toujours très simples. Et l'autre chose, c'est que en tant que chrétien, je pense que on est aussi là pour rappeler que les choses peuvent changer, et que c'est pas fichu, qu'il n'y a pas rien à faire, que c'est possible de faire autrement, et d'être cette voix d'espérance aussi aujourd'hui, qui appelle à pas se résigner et à toujours persévérer dans cet appel au changement.
Voilà. Et on avait envie ce soir de commencer par une prière, parce que c'est quelque chose qu'on fait toujours quand on se réunit dans les webinaires. Et c'est une prière qui a été préparée par le Conseil des Églises en France, donc une instance œcuménique et qui a été donc proposée par le président de la Conférence des évêques de France, le président de la Fédération protestante unie de France et le président de l'Assemblée des évêques orthodoxes. Et je vais vous partager à nouveau mon écran maintenant pour pouvoir dire cette prière ensemble. C'est une prière pour la COP, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire en introduction, mais on est en plein dans la COP 29 et c'est aussi pour ça qu'on voulait avoir ce webinaire à ce moment-là, pour rejoindre tous ceux qui essayent de faire changer les choses et de vraiment mettre en place des mesures pour sortir des énergies fossiles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour la création que tu nous as confiée, pour tout ce qu'elle nous permet de recevoir, de partager, de construire. Pardon de ne pas avoir su en prendre soin pour le bien de tous. Pardonne-nous de l'avoir blessé et épuisé par l'envie d'en avoir toujours plus, par les calculs à court terme, la confiance aveugle dans la technologie, l'économie ou dans nos propres forces. Aujourd'hui, des responsables du monde entier se réunissent à Bakou dans le cadre de la COP 29 sur le changement climatique, pour mesurer les avancées et négocier les actions à mettre en place pour y faire face. Aide-les à avoir le courage de regarder la réalité et la gravité des conséquences des actions de l'être humain. Aide-les à entendre les voix des plus faibles, à ne pas les laisser étouffer par les lobbies ou par tous ceux qui ont intérêt à les faire taire. Aide-les à oublier leurs intérêts particuliers pour prendre les décisions courageuses qui s'imposent vers une sortie réelle et juste des énergies fossiles et le soutien aux plus vulnérables. Aide-les à s'unir malgré leurs différences pour chercher ensemble le bien commun de l'humanité et de tous les êtres. Soutiens ceux qui voudraient s'engager sur des voies plus ambitieuses pour qu'ils ouvrent le chemin aux décisions futures. Soutiens les hommes et les femmes qui défendent notre terre et ceux qui y vivent, parfois au péril de leur vie. Aide-nous à nous laisser transformer, à veiller dans la persévérance, à ne jamais laisser mourir notre espérance, à faire comprendre autour de nous ce qui est important. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui a vécu parmi nous dans ce monde, qui l'a aimé et qui sauve toute la création. Amen. Donc, on va maintenant écouter l'intervention de Louis-Maxence Delaporte, qui est analyste énergie au sein de l'ONG Reclaim Finance, où il met les outils de l'analyse financière du secteur de l'énergie au service de l'accompagnement des institutions financières vers une amélioration de leur impact environnemental. Et donc, on va lui demander quelle est la stratégie de Total Energy et est-ce qu'elle prend en compte la trajectoire des accords de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Voilà, merci beaucoup, on vous écoute. Merci. Que vous voyez bien ma présentation? Pas encore. D'accord. Normalement, vous avez le droit. Alors là, on la voit en petit. Excusez-moi. C'est pas en diaporama encore. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. Parfait. Donc, merci de me donner l'opportunité d'échanger avec vous ce soir. Je suis Louis Maxence, je suis analyste énergie au sein de Reclaim Finance, qui est une ONG qui fait de la recherche et du plaidoyer auprès des institutions financières, donc les banques, les investisseurs et les assureurs, pour les accompagner dans la décarbonation de leur activité pour aussi faire changer les acteurs, notamment du secteur énergétique. Ce soir, je profite de cette intervention pour parler plus spécifiquement de Total Energy et de sa stratégie climatique, puisque ce qu'on a repéré chez Reclaim Finance, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans nos différentes activités et la nécessité pour l'entreprise de se transformer plus rapidement et de se désengager des nouveaux projets d'énergie fossile. Donc,
Tout d'abord, pour commencer, on entend beaucoup de communication sur Total Energy, sur ses investissements dans les renouvelables, sur leurs engagements de décarbonation. Et donc, là-dessus, pour commencer cette discussion, je souhaitais montrer ce qu'il en était réellement de la stratégie de Total Energy. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Total Energy, c'est une entreprise qui vraiment reste fondée sur les énergies fossiles et à court et à moyen terme, rien n'indique la moindre volonté de l'entreprise de sortir des énergies fossiles. Bien au contraire, ils investissent dans les énergies fossiles bien plus que dans les énergies renouvelables. Ce qu'on peut voir, c'est l'année dernière, ils ont investi 2,5 fois plus dans les énergies fossiles que dans les énergies renouvelables. Donc, c'est très problématique dans un monde où aujourd'hui il faudrait investir bien davantage dans les énergies renouvelables et il ne faudrait pas développer de nouveaux projets d'énergie fossile si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. Pourquoi c'est problématique? Parce que ces investissements, ils vont montrer quel va être le modèle énergétique de demain. Si on met 1 euro dans un champ de pétrole aujourd'hui, c'est un baril de pétrole qui sera produit demain. Il faut donc plutôt investir dans l'électricité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et quand on regarde la stratégie à 5 ans de Total Energy, quand on se projette jusqu'en 2030, on voit que l'entreprise, elle prévoit toujours d'allouer un tiers de ses investissements aux nouveaux projets pétroliers et gaziers et un peu plus d'un tiers de leurs investissements au maintien de leurs infrastructures fossiles. C'est-à-dire que dans les investissements de Total Energy jusqu'en 2030, il va y avoir 2 tiers de leurs investissements qui vont aller aux énergies fossiles, contre seulement un tiers qui va aller aux énergies bas carbone. Donc, bien loin de la communication qu'on peut entendre de la part de l'entreprise, c'est vraiment une stratégie qui repose sur les énergies fossiles. Ils prévoient d'ailleurs, avec tous ces investissements, d'augmenter leur production de pétrole et de gaz de 3% par an jusqu'en 2030. Et Total Energy est loin d'être un petit, d'avoir une faible responsabilité dans le développement de nouveaux projets fossiles. Puisque si on regarde à l'échelle internationale, il y a le marché pétrolier et gazier compte de très nombreuses entreprises, mais Total Energy fait partie des plus grosses, de celles qu'on appelle les majors, c'est-à-dire des entreprises privées qui sont présentes sur toute la chaîne de valeur des énergies fossiles. Et c'est la 6e entreprise qui développe le plus de nouveaux champs de pétrole et de gaz dans le monde. Elle est 6e derrière 4 grandes entreprises détenues par des États du Moyen-Orient ou de Russie pour Gazprom. Et derrière la majeure américaine ExxonMobil, mais avec 8 milliards de barils qu'elle prévoit de mettre en production dans les prochaines années, elle est devant d'autres entreprises comme Shell ou BP, devant les autres entreprises européennes. Donc c'est vraiment une entreprise qui développe beaucoup de champs de pétrole et de gaz. Et elle se démarque également par la localisation de ces champs. Total Energy se développe vraiment partout dans le monde. Ils mènent des projets dans des pays très variés, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et ils se développent également beaucoup dans des pays qui aujourd'hui n'exploitent pas d'énergie fossile. Donc en fait, ils créent une dépendance au sein de ces pays à des énergies fossiles en allant développer une industrie fossile dans des pays qui devraient plutôt se tourner vers les énergies renouvelables pour leur sécurité énergétique et pour le climat. Si on regarde également la partie d'une énergie qui est un peu moins connue, mais qui a beaucoup le, le vent en poupe au sein des industriels, le gaz naturel liquéfié, qui est du gaz qu'on va liquéfier pour pouvoir le transporter à l'autre bout du monde, alors qu'avant il était transporté par pipeline. On voit que Total Energy compte se développer dans des nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié. C'est la 10e entreprise qui les développe le plus.
Et ces terminaux de gaz naturel liquéfié, Total Energy va les utiliser pour extraire du gaz dans des pays comme par exemple au Mozambique ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le liquéfier et le transporter pour les consommateurs à l'autre bout du monde, souvent des pays développés. Donc il y a un vrai enjeu avec le développement du gaz naturel liquéfié qui est que Total Energy prend les ressources dans certains pays, mais ce n'est pas pour contribuer au développement du pays, mais c'est pour l'exporter vers des pays, vers des consommateurs de pays du Nord. Euh, et ce qu'on peut voir aussi, c'est que avec cette stratégie d'investissement, il en découle résultat, et cette stratégie d'expansion dans le pétrole et le gaz, il en découle qu'en 2030, le pilier de l'entreprise, ça restera les énergies fossiles, le pétrole et le gaz. Ça représentera 85% de l'énergie produite par l'entreprise. 85% sera d'origine fossile, alors que les énergies renouvelables, donc l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, ça ne représentera que 10% de l'énergie produite par Total Energy en 2030. On entend souvent Total Energy dire qu'ils investissent beaucoup dans les énergies renouvelables. Ils ont un objectif de développer 100 gigawatts d'énergie renouvelable à 2030. Euh, on va pas leur nier cela. Ils développent effectivement des énergies renouvelables, mais ils jouent sur les deux tableaux en même temps, c'est-à-dire qu'ils jouent en même temps sur le développement des renouvelables et en même temps sur les nouveaux projets pétroliers et gaziers. Et j'ai même envie de dire encore davantage sur les projets pétroliers et gaziers, puisque ça reste la partie vraiment majeure de leur activité. Et c'est très problématique puisque une entreprise comme Total Energy, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, si on prend le scénario 1,5 degré de l'Agence internationale de l'énergie, on voit qu'ils devraient arrêter dès maintenant tous les nouveaux projets pétroliers et gaziers et ils devraient allouer la majorité de leurs investissements aux énergies bas carbone et en priorité aux énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Donc, ce n'est pas du tout le cas de Total Energy, qui alloue moins d'un tiers de ses investissements, enfin tout juste un tiers de ses investissements au bas carbone, et qui développe de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Derrière ces chiffres qui peuvent sembler un peu loin de ce que peuvent vivre les gens qui sont impactés par les projets, on peut voir qu'il y a beaucoup de drames qui se déroulent derrière lorsque un nouveau projet de pétrole et de gaz est lancé. Alors on peut prendre par exemple le projet de Total Energy Papua LNG. Papua LNG qui est une vraie bombe climatique que Total Energy souhaite développer dans les prochaines années. Pourquoi ce cas est vraiment emblématique, c'est que ça arrive dans un pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui vit vraiment majoritairement de l'agriculture familiale et paysanne. C'est 15 millions de personnes et c'est vraiment un pays qui est très divers avec des populations locales qui vont avoir des langues différentes, des cultures différentes, mais c'est aussi un pays qui est extrêmement vulnérables au changement climatique. Et qui se passe, c'est que Total Energy est en train de développer un terminal de gaz naturel liquéfié avec le développement de plusieurs champs gaziers. L'exploitation de ces champs et la création du terminal pour exporter le gaz en dehors de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a de grosses conséquences sur les populations locales, puisque un certain nombre de personnes de villages ont dû être relocalisées pour laisser la place aux infrastructures de Total Energy. Et certains sont encore en attente de relocalisation. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui vont être menacées dans les années suivantes, presque jusqu'à la fin du siècle, par ce projet de Total Energy, puisque il faut bien comprendre que quand Total développe un nouveau projet, comme le projet Papua LNG, on va partir sur de nombreuses années, plusieurs dizaines d'années, sur de l'exploitation de gaz dans le pays. Et
cette arrivée de Total dans un pays qui est aussi sensible au changement climatique et qui a des dialectes aussi différents, rend le projet particulièrement problématique puisque les échanges avec les populations locales sont compliqués. Il y a souvent des manques de traducteurs pour expliquer les conséquences aux villageois des projets de Total Energy. Certaines personnes vont être déplacées alors qu'il y a déjà de nombreux problèmes là-bas, euh, puisque les personnes vont être déplacées là où il y a le champ gazier, là où il y a le terminal, mais aussi l'arrivée de Total Energy dans un pays qui produit aujourd'hui peu de gaz va nécessiter la création de très nombreux pipelines. Vous connaissez peut-être pour certains le pipeline EACOP en Afrique, qui est un pipeline gigantesque qui va traverser de nombreux pays et exproprie de nombreuses personnes qui sont présentes sur ce pipeline. Et ben, c'est un exemple, un autre exemple de pipeline qui va avoir lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est à la fois terrestre et maritime avec, on le sait, des risques pour la biodiversité aussi sur place et résultat pour l'économie locale qui est très dépendante de la pêche. Ces projets, ce sont vraiment des projets qui sont énormes en termes de besoins d'investissement. On parle de plus de 10 milliards de dollars pour ce projet. Et Total va s'associer avec d'autres entreprises comme ExxonMobil pour mener à bien ce projet, puisque les entreprises travaillent souvent avec des partenaires. Et donc, c'est important quand on fait une campagne de savoir qu'il faut arrêter Total, mais aussi les autres partenaires des différents projets de l'entreprise. Et ce projet, il va émettre plus de 220 millions de tonnes de CO2, ce qui est énorme. La totalité de l'activité de Total Energy, c'est environ 400 millions de tonnes par an. Donc ce projet seul, ça va être 220 millions de tonnes de CO2. C'est aussi un dangereux précédent, puisque quand il y a un projet qui arrive, on sait qu'il va être suivi par d'autres. Et puis aussi un point qui est important à noter, c'est que le marché gazier, le marché du gaz naturel liquéfié, il va être saturé en 2027, à partir de 2027. Et donc, avec un projet qui va se lancer qui va se lancer après 2027, ça veut dire qu'en fait, le pays va se retrouver avec des infrastructures qui risquent de devenir des actifs échoués, c'est-à-dire des actifs qui ne sont plus rentables à exploiter. Euh, on peut penser que ces 10 milliards ou plus que Total investit dans le pays auraient été mieux investis dans des projets d'énergie renouvelable permettant au pays d'assurer sa sécurité énergétique et de lutter et s'adapter au changement climatique. Il faut noter qu'il y a aussi de nombreuses oppositions qui arrivent sur les projets de Total Energy. Donc, je parlais tout à l'heure d'EACOP, où il y a eu le mouvement Stop EACOP et de nombreuses organisations qui se sont impliquées pour lutter contre le projet EACOP et qui continuent de s'impliquer pour lutter contre le projet EACOP. Il en est de même au Mozambique. Et là, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a aussi également des personnes qui se mobilisent contre ce projet. Euh, euh, et il est possible de se mobiliser d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris aussi quelques exemples, pour demander aux parties prenantes de ces projets, là par exemple les banques, de sortir de ces projets. Donc, euh, donc vous pouvez, en tant que citoyen, il est possible de demander à votre banque d'arrêter de soutenir les entreprises qui développent du pétrole et du gaz comme Total Energy. Pourquoi je parle des banques? C'est parce que je voulais aussi profiter de cette intervention pour souligner le rôle des institutions financières dans les soutiens à l'entreprise Total Energy. Les entreprises financières, pour ceux d'entre vous qui sont français, il faut savoir que la France, c'est ça a un poids énorme
en tant que le secteur financier français a un poids énorme. Ça représente, les banques françaises représentent 10% du poids des banques mondiales. Euh, donc on a notamment BNP Paribas qui est la plus grande banque européenne, mais également Crédit Agricole, Société Générale et Banque Populaire Caisse d'Épargne qui sont des très importants. Et on a aussi parmi les plus grands investisseurs mondiaux. Là, les investisseurs, c'est donc ceux qui détiennent des actions ou des obligations d'entreprise. C'est dominé par les investisseurs américains, mais on va aussi trouver des investisseurs français comme Crédit Agricole à travers sa filiale Amundi. Nous, quand on s'attaque aux institutions financières pour les engager et les pousser à ne plus soutenir Total Energy et les autres développeurs de pétrole et de gaz, on va s'intéresser à trois types d'acteurs, les banques, les assureurs et les investisseurs. Donc les banques, elles peuvent intervenir de différentes façons pour aider Total Energy, en faisant du financement de projets, par exemple en finançant directement le projet Papua LNG ou le projet ICOP. Mais le financement de projet, ça représente qu'une toute petite partie des financements. Pour l'ensemble des énergies fossiles, le financement de projet, ça ne représente que 4% des financements reçus par les entreprises. D'autres types de produits financiers sont beaucoup plus utilisés. C'est les financements d'entreprise, donc les prêts. Total Energy va recevoir de l'argent de banque, pas pour un projet en particulier, mais Total Energy va pouvoir l'utiliser à sa discrétion pour développer les projets qu'il souhaite, ou pour les financements à travers des obligations. Donc là, les banques vont aider l'entreprise à trouver des investisseurs sur les marchés financiers pour financer ces opérations et ces plans d'expansion, notamment dans les énergies fossiles, puisque c'est là où l'entreprise investit prioritairement. Les assureurs comme AXA ou les réassureurs comme SCOR, qui est moins connu, mais qui est un réassureur très important français et un des leaders mondiaux, vont pouvoir proposer des assurances pour certains projets ou couvrir l'ensemble de l'entreprise. Là, c'est beaucoup plus opaque de savoir qui sont les assureurs d'un projet. Mais il faut savoir que le rôle des assureurs est essentiel, puisque sans assureurs, le projet ne pourrait pas voir le jour. Et enfin, les investisseurs, donc c'est ceux qui achètent directement de la dette de l'entreprise, des actions de l'entreprise, et ça leur donne notamment le droit de voter en assemblée générale. À l'assemblée, quand on détient une action de Total Energy, on peut aller voter à l'Assemblée générale de Total Energy et on peut également poser des questions pour engager l'entreprise. C'est ce que nous, on fait à Reclaim Finance avec les banques françaises, par exemple. On a une action de chaque banque pour pouvoir voter et aussi pour pouvoir les engager en leur demandant publiquement des comptes sur leur soutien financier. Et donc, si on s'intéresse à qui est derrière Total Energy, on peut voir qu'il y a un certain nombre de banques qui sont derrière Total Energy, et en premier lieu, les banques françaises. Donc, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Si certains engagements récents de BNP Paribas et Crédit Agricole devraient réduire les soutiens à Total Energy dans les prochaines années, ce n'est pas le cas de Société Générale, par exemple, qui continue de soutenir Total Energy et qui n'a pas prévu d'arrêter ses soutiens dans les années à venir. Et en tant qu'investisseur, on peut voir aussi qu'il y a Crédit Agricole au premier rang des investisseurs de Total Energy à travers la filiale Amundi. Donc, tout ça pour conclure, en tant que citoyen, que chrétien, que personne engagée, il est important de voir que Total Energy est loin d'une entreprise qui est en transition. C'est loin d'être une entreprise qui sort des nouveaux projets d'énergie fossile et qu'il est important de demander davantage à cette entreprise et d'ailleurs à l'ensemble des entreprises qui développent des projets de pétrole et de gaz. Et il est aussi également
important de faire pression de tous les côtés, y compris auprès des banques, des investisseurs, des assureurs, mais également ça pourrait être d'autres personnes euh, au sein de congrégations religieuses, par exemple, puisque parmi les investisseurs, on compte certaines églises également, pour faire en sorte de ne plus, de ne plus accepter la stratégie de Total Energy. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci. Euh, pour tous celles et ceux qui ont des questions, on aura un temps pour les poser tout à l'heure. Et pour l'instant, on va accueillir Pierre-Louis Choquet, qui est sociologue, qui a travaillé justement sur Total Energy et qui est aujourd'hui chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Et il a notamment publié en 2017 un plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien. Donc on parlera avec lui de la spécificité de porter une voix chrétienne sur ce sujet. Mais pour commencer, je voulais poser une question sur notre posture en tant que citoyen. Est-ce que, en tant que citoyen, on peut vraiment peser dans la transformation d'un acteur comme Total? Alors, évidemment, comme enfin, vient de le montrer l'exposé précédent, Total est un acteur industriel qui a un poids très important, qui a derrière lui une force de frappe financière significative, des projets qui se déploient sur toute la planète avec sur plusieurs années. Enfin, je veux dire, quand on investit dans un projet comme celui qu'on vient de voir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est pour 20 ans, 30 ans. Ce sont des milliards d'euros. Enfin voilà. Donc immédiatement, la première impression qu'on peut avoir en tant que citoyen, c'est l'impression d'être impuissant. Et de fait, c'est difficile d'arrêter un projet pétrolier gazier. La question, est-ce que ça a déjà eu lieu? Est-ce que ça a lieu aussi dans le cas de Total Energy? La réponse est oui. Mais comme le bien ne fait pas énormément de bruit, on n'en parle pas forcément beaucoup. J'en veux pour preuve, par exemple, la renonciation du groupe Total Energy à poursuivre un projet d'exploration-production de gaz au large des côtes de l'Afrique du Sud, suite à la mobilisation conjointe de plusieurs personnalités reconnues en Afrique du Sud et en France, et de communautés locales de pêcheurs qui étaient opposées à ce projet. Et ça a fonctionné, en fait. Ça a fonctionné grâce à la coordination de personnes d'horizons divers, qui avaient des charismes aussi assez différents, hein, voilà, entre des pêcheurs qui voulaient défendre un mode de vie traditionnel, des femmes défenseurs de l'environnement qui avaient reçu le prix Goldman, un prestigieux prix qui récompense les personnes qui s'engagent dans la justice environnementale, et des scientifiques également qui ont contribué à mettre en avant les risques associés à l'exploitation de ce projet, qui ont permis d'empêcher qu'il ait lieu. Donc voilà, c'est pas pour vous rassurer ou pour vous promettre monts et merveilles, mais pour dire il y a à la fois une très grande difficulté et en même temps la possibilité, par des actions citoyennes non violentes qui rappellent en fait le fondement comment dire, les arguments qui fondent cet engagement contre le développement de tels projets, qui sont vraiment forts, permettent de faire plier un groupe industriel. Merci beaucoup. Et là, donc nous, on fait une campagne citoyenne, mais qui est spécifiquement chrétienne. Est-ce que les chrétiens, pour toi, ils ont un rôle particulier à jouer sur ces luttes-là? Alors, je pense que les chrétiens ont un rôle particulier à jouer et en même temps, c'est un rôle qui se rapproche en fait de ce que pourraient faire des citoyens, mais il y a une différence. Il faut s'interroger peut-être sur la différence chrétienne. Qu'est-ce que ça peut impliquer comme style dans la façon de manifester son opposition? Je dirais tout d'abord, comme on est dans une situation globale qui est décourageante, on peut le dire, je pense, toutes les prévisions de réchauffement sont battues année après année. La communauté scientifique bah, comment dire, met à jour ses projections dans un sens qui est pas vraiment rassurant. Donc ça, c'est du côté de la géographie physique. Du côté des négociations internationales, on voit bien que là, à la COP à Bakou, ça s'enlise. Et en même temps, avec le changement de la présidence aux États-Unis, il n'y a rien de très bon qui semble s'annoncer. Je dirais que dans cette situation presque assez désespérante, justement, c'est ce qui caractérise les chrétiens, c'est l'espérance précisément. C'est de pouvoir s'engager sur des chrétiens, sur des combats qui semblent vraiment très difficiles et dont, à vue humaine, on a du mal à voir ce qui pourrait
Voilà, comment ça pourrait déboucher. Bon, dans l'histoire, il y a toujours des personnes pas chrétiennes qui se sont aussi engagées dans ce genre voilà, dans le ghetto de Varsovie, par exemple, il n'y avait pas vraiment de chrétiens, c'était plutôt des juifs qui se sont engagés. Donc ça ne veut pas dire que c'est l'apanage des chrétiens que d'espérer contre toute espérance, mais disons qu'ils ont quand même quelque chose dans leur tradition spirituelle, une invitation à aller dans ce sens-là. Et deuxièmement, il y a peut-être aussi quelque chose sur enfin, je l'évoquais rapidement à l'instant, sur le style, c'est-à-dire la façon comment des chrétiens peuvent signifier leur opposition différemment par exemple, d'autres ONG. Alors, c'est une question délicate parce que on pourrait dire les chrétiens, bon, aimez vos ennemis, ça c'est vraiment, au fait, au final, c'est ça la grande différence, c'est que il y a toujours une retenue chez les chrétiens, c'est-à-dire qu'on peut dénoncer une injustice, nommer ceux qui en profitent, c'est-à-dire les oppresseurs, on pourrait dire, les personnes, enfin les personnes ou les organisations qui structurent une domination. Il faut nommer, voilà, il faut nommer, on pourrait dire l'ennemi, et en même temps l'aimer. C'est ça la grande difficulté, et enfin le grand défi plutôt, qui implique une forme de créativité. Donc, je pense que ce qu'a déjà fait le mouvement Laudato Si avec des cercles de silence, enfin oui, lutter contemplation avec les cercles de silence était intéressant pour ça. Mais la question c'est est-ce que c'est la même, il y a d'autres options, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être inventées, est-ce qu'on peut construire, est-ce qu'on peut mettre la pression de façon plus franche, toujours en gardant cette ligne de crête de l'engagement chrétien qui tombe pas dans la haine de l'ennemi ou dans le ressentiment. Ça, c'est un peu les questions qui sont ouvertes et enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a fait des études de répondre, c'est à l'intelligence un peu de tous les chrétiens qui sont aussi des citoyens, qui essayent de réfléchir à la façon dont on peut s'engager dans ces luttes-là. Et aussi, je dirais, euh, pour donner, pour que cette espérance, elle soit communicative pour les autres militants qui s'engagent. Ça, je pense que c'est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop envisager des actions qui soient séparées des autres cultures militantes, parce que justement les chrétiens, ils ont une différence à apporter aussi pour les autres, pas seulement pour Total, mais aussi pour les personnes qui sont avec eux et qui souvent parfois ont du mal à trouver des raisons d'espérer. Alors il ne s'agit pas de leur inculquer des raisons d'espérer, mais de témoigner simplement de ce qu'on vit. Merci beaucoup. Et nous, on fait une campagne donc, qui cible nominativement Total. Et on a eu plusieurs retours qui nous ont dit, mais pourquoi cibler nominativement Total alors que c'est tout un système qu'il faut changer? Est-ce que justement c'est chrétien de nommer directement un acteur euh, alors qu'il n'est pas le seul responsable? Alors c'est une très bonne question, je l'ai vu en gras dans le chat de la part de Benoît Deriva. Je me suis dit, tiens, c'est pas la première fois que j'entends ce genre de remarques, tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui participent à la reproduction voilà, de ce système énergétique, hein, dans lequel on est tous embarqués, qui est celui de la production et de la consommation d'énergie fossile. Alors, évidemment, c'est une réponse que je fais à Benoît de Riva, mais peut-être à toutes les personnes qui se posent aussi un peu cette question. Évidemment, il n'y a pas que Total comme acteur. Je veux dire, n'importe là, on a des frères et sœurs qui sont en Afrique. Il y a d'autres compagnies qui opèrent. Enfin, je veux dire, c'est pas, il s'agit justement, c'est ce que ça fait écho à ce que je viens de dire tout à l'heure. Il ne s'agit pas de dire que Total est la seule société problématique. Il y en a plein. Après, je dirais, bah, il y a un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que nous, on est français. Enfin, en tout cas, la plupart des initiateurs de cette pétition sont français. Je suis français. Et moi, quand je me pose la question de savoir quelle est la plus grande entreprise de production d'énergie fossile et contre laquelle je peux faire quelque chose de significatif, c'est le groupe Total. Et en fait, c'est depuis la place de Paris, c'est-à-dire depuis Paris, que sont organisées toutes les opérations d'extraction dans des pays qui sont très lointains, le Suriname, la Namibie, le Mozambique, le Nigeria, etc., auxquels je ne peux pas avoir accès personnellement, mais dont je sais qu'il y a toute une partie d'organisation, une grande partie de l'organisation qui est structurée depuis la France, et les financements aussi sont organisés depuis la France. Donc voilà, juste par pragmatisme, moi je veux bien aller que des gens disent oui, mais il y a Gazprom et Sinopec en Russie et en Chine. Dans ce cas-là, ben, si vous voulez vous mobiliser contre ces entreprises, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, mais bon courage, je ne sais pas vraiment comment vous allez faire en fait. Le problème, c'est que voilà, il faut bien commencer quelque part. Donc, ce serait ma première réponse. Et si même Total vous semble trop grand ou trop éloigné de vous,
et que vous voulez vous engager, bon là on est dans le cadre d'une discussion sur Total Energy, donc je ne voudrais pas vous donner d'autres pistes, mais voilà, dans votre région, il y a peut-être un aéroport qui est en train de s'agrandir, il y a peut-être une déviation d'autoroute ou de rocade qui est en train d'être construite alors que tout indique qu'elle ne s'en sert pas à grand-chose. Enfin voilà, il y a de multiples endroits où se prolonge en quelque sorte ce système énergétique, alors que il est clair aujourd'hui qu'il faudrait y mettre un terme, il faudrait le stopper, le freiner très fortement et le stopper. Donc voilà, il ne s'agit pas évidemment de dire qu'il n'y a que Total qui est dans ce problème, c'est juste que, voilà, à l'échelle d'un pays, la France, et d'ailleurs, et de son lien avec l'Afrique, des pays qui ont été colonisés par notre pays, en fait, par la France, bah, agir aussi contre Total Energy pour des Français de France métropolitaine, ça peut avoir du sens aussi dans la perspective d'une justice nord-sud, aussi pour guérir les blessures du passé colonial dont on a hérité, nous, ici en France. Et voilà, donc sans se battre la coulpe à l'infini, c'est aussi une occasion de participer et de construire, comment dire, une solidarité catholique aussi à l'échelle globale, c'est-à-dire penser la solidarité avec nos frères qui sont lointains et qui existent quand même. Et justement, sur cette question du rapport avec les pays où ont lieu les extractions des combustibles fossiles, question qui était pas mal revenue, c'était euh, les pays du Nord ont connu une croissance industrielle grâce en partie aux énergies fossiles. Et donc aujourd'hui, en demandant de stopper ces investissements dans les énergies fossiles, est-ce que on n'empêche pas les pays du Sud de connaître cette même croissance industrielle avec les combustibles fossiles? Alors ça, c'est évidemment ce que disent beaucoup de personnes dans l'industrie, et même nous, on est parfois tenté de penser ça. Est-ce qu'il y a une forme d'injustice? Alors après, il faut voir comment dire, ce dont on parle, c'est-à-dire que évidemment, des pays comme le Nigeria, le Congo, la RD Congo sont des grands pays. Ils ont probablement besoin d'augmenter le niveau de vie par habitant. Ça semble assez important, mais en même temps, est-ce que c'est les énergies fossiles qui sont le vecteur d'une prospérité? Que ça fasse augmenter le PIB, ça semble assez clair. Que ça fasse augmenter la croissance économique et le PIB, c'est assez clair, mais est-ce que c'est une fin en soi? Enfin, je veux dire, ça fait 20 ou 30 ans qu'on critique, en fait, tout simplement, les indicateurs de croissance, c'est les indicateurs qui permettent de mesurer la richesse, parce que c'est pas forcément des indicateurs qui permettent de regarder la prospérité, on va dire, dans un sens plus qualitatif, plus relationnel. Enfin, c'est l'économie intégrale dont parle le pape François, c'est une économie de relations. C'est pas d'abord une économie d'accumulation de stock. C'est pas de ça enfin, dans une perspective catholique, qu'on recherche ou qu'on espère pour la société. On recherche une société plus fraternelle. Est-ce que ça doit être corrélé à un niveau de consommation d'énergie fossile? Je suis pas sûr. Et même, on peut regarder, enfin, si on regarde un peu dans le rétroviseur des dernières années d'un pays comme la France, il y a eu en 2019 la grande crise des Gilets jaunes, dont le principal point de départ était une hausse du prix des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les classes populaires, donc les plus pauvres, se sont retrouvées dans une situation où les prix à la pompe étaient trop élevés. Et donc, du coup, ils étaient pris au piège. Parce qu'aujourd'hui, en Occident, beaucoup de personnes ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Elles ne peuvent pas faire autrement, de leur voiture individuelle. Et si elles peuvent pas payer l'essence pour aller au travail, bah, elles sont bloquées, en fait, tout simplement. Donc, le risque de dire on a besoin de pétrole pour se développer, c'est aussi le risque, peut-être dans 20 ans, 30 ans, une fois que toutes les infrastructures, les routes, le parc automobile, tout aura été construit, on sera devenu dépendant de ressources qui ne sont pas produites dans nos pays, ou bien qui de toute façon ne peuvent plus être exploités si on ne veut pas, comment dire, dérégler le climat de façon catastrophique. Donc vous voyez, je pense qu'il faut réfléchir de façon un petit peu plus complexe à cette question, essayer d'envisager la prospérité, pas forcément comme une forme ne pas articuler enfin, la prospérité à la consommation d'énergie fossile. Et je pense que c'est possible. Et une dernière question, peut-être quelque chose qui est aussi beaucoup revenu, on parlait là des gilets jaunes. Aujourd'hui, on est dans une société qui dépend encore beaucoup du pétrole, pour les voitures notamment. Et donc, est-ce que en demandant de baisser les investissements dans les fossiles, est-ce qu'on se tire pas un peu une balle dans le pied parce que la société n'est pas prête dans ses modes de vie à suivre une baisse de consommation des énergies fossiles?
Euh, je me laisse concentrer par le chat. Euh, Ta question, c'est est-ce que on... Ah oui, en France, on n'est pas prêt en fait à une moindre consommation d'énergie fossile. Bah, c'est sûr qu'il y a une. En fait, si on regarde tous les rapports des scientifiques qui disent qu'il faut baisser diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés et en France en particulier, il y a une transformation des modes de vie qui est pas encore opérée, en fait. Il y a une vraie urgence à permettre ça. Qu'il n'y ait pas des marges de manœuvre, je n'y crois pas. Enfin, je veux dire, il y a toutes les statistiques qui ont été faites sur l'usage de la voiture dans les grandes métropoles montre qu'il y a un phénomène qui perdure malgré le prix enfin, comment dire, le prix élevé des hydrocarbures, c'est l'autosolisme, c'est-à-dire le fait que dans une voiture 4 ou 5 places, il y a un seul conducteur. Ça reste très significatif. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer que quand on prend l'autoroute, le prix du péage qu'on va payer soit proportionnel enfin inversement proportionnel au nombre de personnes qu'il y a dans la voiture. C'est-à-dire si vous voyagez tout seul, vous payez plus cher. Si vous voyagez à plusieurs, bah, vous payez moins cher parce que vous optimisez davantage l'essence, tout simplement. Enfin, tout autant, c'est des mesures qui n'existent pas, mais pourquoi on ne pourrait pas les mettre en place? Aujourd'hui, il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Vous pouvez encore en Europe aller de Paris à Barcelone ou Paris à Berlin pour 50 euros. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses très simples qui pourraient être faites. Il y a eu des propositions de loi qui ont été faites en ce sens lors de la première mandature du président Emmanuel Macron, qui n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient. Donc, si vous voulez, tout changer, c'est très difficile. Mais la question, c'est pas de tout changer, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de commencer par changer des choses qui semblent changeables. C'est-à-dire, on pourrait très bien dire aux gens, enfin, aller prendre un billet d'avion pour faire un aller-retour à Barcelone pour aller faire les soldes à Barcelone et revenir à Paris, ça n'a pas de sens. Donc ça, on va l'interdire tout simplement. Mais vous voyez, déjà, se battre pour ça, c'est difficile en fait, parce qu'il y a une opposition très forte, il y a des intérêts économiques, donc c'est très difficile. Donc moi, à tous ceux qui disent oui, mais c'est pas possible de tout changer d'un coup, je dis mais en fait, personne ne s'engage. Si vous regardez les gens qui s'engagent, personne ne s'engage pour tout changer d'un coup. La plupart des gens qui s'engagent, ils s'engagent pour des choses très concrètes, qui sont souvent très justifiées et qui sont extrêmement dures à obtenir. Donc si vous vous plaignez, désolé, mais enfin, c'est pas recevable. Si vous voulez vraiment changer quelque chose, bah, regardez quelque chose de petit qui est autour de vous, qui vous semble pas justifiable, et engagez-vous contre. Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole à Anne pour faire remonter les questions qui ont été écrites dans le chat, à la fois pour Pierre-Louis Choquet et pour Louis-Maxence Delaporte. Un petit instant. La technique, que je puisse mettre les bonnes personnes en évidence. Voilà, donc j'ai essayé de noter les questions. Il y en a certaines qui ont déjà été abordées. Il y en a une autour des énergies renouvelables et du coût des énergies renouvelables. Donc c'est peut-être pour Louis-Maxence qui fait remarquer que les énergies renouvelables ont un coût qui est supérieur pour les personnes. Comment est-ce qu'on fait pour les rendre accessibles? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables paraissent pour beaucoup de personnes chères, mais il faut noter que c'est de moins en moins vrai. Les énergies renouvelables sont de plus en plus compétitives et le solaire, l'énergie solaire aujourd'hui coûte moins cher à produire que l'énergie à partir de sources fossiles. Donc, on a cette idée que les énergies renouvelables coûtent cher. Mais ce n'est plus le cas et c'est moins en moins le cas. En revanche, il est nécessaire d'accompagner la transition et donc pas seulement d'arrêter de financer les projets pétroliers et gaziers, mais aussi de financer des infrastructures de renouvelables pour qu'on ait des infrastructures qui soient performantes, moins chères et aussi il n'y a pas uniquement la production d'électricité, mais il y a aussi accompagner la demande, par exemple pour les véhicules, l'électrification des véhicules, pour que les gens puissent ensuite rouler à partir d'électricité plutôt que avec des énergies fossiles, ou accompagner la demande en termes de rénovation thermique et de transformation des systèmes de chauffage à gaz par des systèmes moins, moins carbonés. Et une question aussi, mais je ne sais pas pour lequel des deux, peut-être que chacun aura son élément de réponse.
Quelle est la raison pour laquelle Total Energy ne s'engage pas vraiment dans les énergies renouvelables? Alors, je peux commencer, Pierre-Louis, si si tu veux compléter, n'hésite pas. D'un point de vue financier, à court terme, avec une vision court-termiste, les énergies fossiles peuvent sembler être un meilleur investissement financier pour Total Energy, pour plusieurs raisons. Une raison est qu'ils font beaucoup de marge avec la production de pétrole et de gaz. Certaines personnes parlent du développement que ça accompagne, que le développement de projets accompagne dans un pays. Il y a aussi beaucoup d'argent qui est capté par Total Energy pour un projet comme Papua LNG et qui ensuite va être redistribué aux actionnaires à court terme. Et donc, il y a un intérêt court-termiste pour l'entreprise et les actionnaires d'investir dans les énergies fossiles. En revanche, si on regarde à plus long terme, il y a une transition qui est nécessaire. Puisque le pétrole et le gaz va devenir de moins en moins compétitif pour des raisons climatiques notamment, comme par exemple l'instauration des taxes carbone qui sont de plus en plus présentes, ou le changement des usages. Et donc, Total Energy risque de se retrouver avec des raffineries, des champs qui ne seront plus nécessaires et de se retrouver donc avec des actifs échoués qui devront fermer. Donc, dans une logique plus long terme, il est important de se tourner vers les énergies renouvelables et donc d'adopter une vision long-termiste et pas court-termiste. Et pour nuancer un petit peu, le problème de Total Energy est ils font quand même du déploiement d'énergie renouvelable, mais ils font en même temps du développement de pétrole et de gaz, et que donc c'est plutôt un et en même temps de Total Energy qui est problématique, puisque développer 1 gigawatt d'énergie renouvelable ne va pas effacer le CO2 qui est émis par l'extraction de gaz. Euh, je vais compléter la réponse de Louis-Maxence. En fait, Total Energy investit beaucoup dans les énergies renouvelables dans l'absolu. C'est des chiffres très importants, hein. Des très grands champs éoliens, des très grandes centrales photovoltaïques. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de faire comme si c'était pas des volumes d'argent importants, plusieurs milliards, voilà, 3, enfin 4, 5, je sais plus exactement, Louis-Maxence, tu me contredis si je me trompe, mais en fait, la question, c'est pas vraiment ça. Donc, la question, c'est euh, est-ce qu'ils investissent encore dans les énergies fossiles? Parce que c'est ça ce dont parlent les scientifiques. Les scientifiques disent chaque projet d'énergie fossile qu'on rajoute, c'est-à-dire chaque émission supplémentaire qu'on va générer, une fois que le pétrole, le gaz aura été extrait, qu'il aura été utilisé dans des moteurs et qu'il sera émis sous forme de gaz, à chaque fois qu'on ajoute un surplus, on dérègle de façon encore plus irrémédiable le climat. Donc, même l'idée générale, c'est justement de dire à Total, bon, bah, à la limite, enfin, nous, ce qui nous intéresse, tout ce que vous faites sur les énergies renouvelables, c'est très bien, mais en fait, le problème, c'est les fossiles, parce qu'il n'y a pas de logique de compensation, si vous voulez. Même si Total faisait 3 fois plus d'énergie renouvelable et qu'il continuait à faire les mêmes projets dans les énergies fossiles, ce serait toujours aussi problématique, si vous voulez. Parce que le problème, c'est les énergies fossiles. Il n'y a pas de compensation. C'est pas parce qu'on va produire plus d'énergie avec de l'électricité solaire enfin, voilà, qu'on va réussir enfin, à partir du moment où on baisse pas les énergies fossiles, ça va pas. Donc, pas un puits de plus, pas une nouvelle installation de plus. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit la communauté scientifique. Si on veut pas vivre dans un monde qui devient invivable ici, dans les prochaines années. Ça, je pense, que c'est vraiment très important d'avoir ça à l'esprit. Et de ce point de vue-là, je veux dire, Total Energy est l'une des majors, c'est-à-dire des grandes entreprises pétrolières gazières privées qui a investi le plus. Alors évidemment, il y a des entreprises américaines aussi qui sont très puissantes dans des nouveaux projets. À l'échelle globale, c'est un acteur important. C'est pas le seul, mais c'est un acteur important. Il y a aussi des acteurs étatiques qui jouent un rôle très important. Ça, c'est vrai aussi. En Arabie Saoudite, en Russie.
au Nigeria, voilà, il y a des très grandes, au Brésil, au Mexique, il y a des très grandes entreprises publiques qui investissent dans les énergies pétrolières, mais dans les énergies fossiles, mais ils n'ont pas autant de savoir-faire, ils n'ont pas autant de technicité. Donc Total, Exxon, BP, toutes ces grandes entreprises privées dont on parle souvent, ont la particularité d'être en mesure de pouvoir aller chercher des gisements que les grandes entreprises publiques n'ont pas la capacité d'aller chercher parce qu'elles n'ont pas des aussi bons ingénieurs, elles n'ont pas accès à des financements aussi bon marché parce qu'en général, elles sont corrompues, parce que c'est des sociétés d'État. Donc, voilà, je veux dire, c'est l'entreprise Total ou Shell ou BP ou Exxon, c'est des entreprises qui vont aller chercher des réserves qui deviennent vraiment des surplus, en fait. Et ça, de ce point de vue-là, quelle que soit leur politique d'investissement dans les énergies renouvelables, il faut s'opposer à ces nouveaux projets. Enfin, en tout cas, du point de vue de la communauté scientifique est unanime là-dessus, hein. Il y a une question sur les projets d'énergie fossile. Est-ce qu'il y aurait des exemples de projets où pour les énergies... je suis pas sûre d'avoir bien compris la question en fait. Ça, je vais pas dire de bêtises. Y a-t-il des luttes projets pour que l'argent des énergies fossiles aille enfin aux populations locales? Y a-t-il des exploitations pétrolières qui aujourd'hui sont des exemples? Donc, je suis pas sûre d'avoir compris si c'est. Est-ce qu'il y a des projets d'énergie fossile qui profitent aux populations locales ou s'il y a des luttes qui réussissent? On peut peut-être essayer de prendre les deux aspects de la question. Je veux bien répondre rapidement. Dans la plupart des pays qui sont issus, comment dire, enfin, qui ont été colonisés, c'est-à-dire les pays du Sud global, la plupart du temps, enfin, l'exploitation pétrolière, l'exploitation de ressources fossiles exacerbe des difficultés qui préexistent, des asymétries qui ont été configurées par la relation coloniale. C'est le cas de la quasi-totalité des pays d'Afrique. Prenez un pays comme le Nigeria. Il est clair que depuis 30 ans, 40 ans, l'exploitation pétrolière a contribué à faire exploser les inégalités dans le pays, à rendre invivable tout le delta du Niger et à créer une caste de dirigeants extrêmement corrompus et avec des milliardaires aussi également, hein. Et pendant que la population vit dans l'indigence, quoi, pour une part non négligeable. Les bonnes histoires elles se situent dans l'hémisphère nord, hein. Je veux dire, regardez le Royaume-Uni, regardez la Norvège. C'est des pays qui ont du pétrole et du gaz, qui ont réussi à s'en sortir. Alors, il y a évidemment aussi les pays du Golfe, mais bon, c'est pas vraiment des pays qui sont issus d'une domination coloniale aussi claire qu'en Afrique, en Amérique latine ou dans d'autres continents. Et malheureusement, enfin, il y a une récurrence très forte, hein. Donc, dans la plupart des pays où Total se développe aujourd'hui, que ce soit la Namibie, le Mozambique, le Suriname, le Brésil aussi, où il y a une corruption assez forte, hein, c'est assez compliqué, quoi, de justifier un investissement fossile au motif qu'il pourrait permettre une redistribution des richesses. En général, ce n'est pas vérifié, en fait, tout simplement. Il y a une question par rapport à l'arrêt des nouveaux projets. Voilà, quelqu'un qui dit les consommateurs ne sont pas prêts, enfin, à le faire, c'est pas possible de consommer que l'électricité. Les experts du GIEC ne recommandent pas l'arrêt de tout nouveau projet fossile. Alors, est-ce que vous pourriez un peu préciser là-dessus? Oui. Sur Arrêt les, progressif, transition, enfin, plus de nouveaux projets, quand même certains nouveaux projets. Alors, donc si on zoome sur les projets pétroliers et gaziers, donc ce qu'il faut arrêter dès maintenant, c'est tous les nouveaux champs de pétrole et de gaz. Les nouveaux champs de pétrole et de gaz, donc c'est toute l'activité d'exploration et de production de pétrole et de gaz si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est ce que modélise ce que projette l'Agence internationale de l'énergie et aussi un grand nombre de scénarios du GIEC, qui, les scénarios crédibles du GIEC qui vraiment mettent ça en avant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'arrêter un nouveau projet de pétrole et de gaz, un projet de pétrole et de gaz, c'est des projets qui vont durer des décennies et produire un certain plateau avant de diminuer progressivement. Donc quand on dit arrêtons les nouveaux projets de pétrole et de gaz, ça ne veut pas dire demain on ferme le robinet et il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz. Ça veut dire que
l'offre de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz va réduire graduellement, année après année, pendant les 30, 40, 50 prochaines années, euh, jusqu'à arriver à un niveau extrêmement faible. Donc c'est ces nouveaux projets qu'il faut arrêter dès maintenant. On va prendre une dernière question avant de passer la parole à Steven. Quelqu'un faisait remarquer que une question de solidarité et citait Fratelli Tutti par rapport à ça. Je ne sais pas si Pierre-Louis aurait un mot à dire sur pourquoi c'est aussi une question de fraternité. Le fait de stopper les investissements, enfin de nouveaux projets d'énergie fossile. Oui, c'était par rapport à, en disant on a une tendance à vouloir soutenir un peu notre industrie nationale, mais finalement on est peut-être appelé à aller au-delà de ça. Enfin, c'est ce que je comprenais du commentaire. Alors, ce que dit le pape François dans Fratelli Tutti, c'est cette question de la fraternité universelle et d'imaginer, en tout cas depuis les perspectives où on se situe, qui sont toujours particulières. C'est-à-dire, moi, je suis français, j'habite à Paris, voilà, je vois que dans cette conversation Zoom, il y a probablement des personnes qui habitent très très loin d'ici. Le rêve, entre guillemets, du pape François, qui est un rêve, mais qu'on peut tous essayer de réaliser à notre mesure, c'est de transcender justement les limitations de notre situation particulière pour envisager, voilà, les personnes qui sont loin et qui pourraient être affectés par nos choix de vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on fait le plein, on ne sait pas d'où vient le pétrole qu'on met dans sa voiture. C'est très difficile, c'est vraiment impossible de le savoir, parce que la personne responsable de la station essence, en général, on ne sait pas beaucoup plus, et puis les produits sont mélangés. Mais il faut essayer de faire cette opération mentale qui nous relie en fait à des espaces qui sont lointains, à propos desquels on est en général peu informé, mais sur lesquels on peut trouver des informations. On l'a vu au moment de la mobilisation contre le projet EACOP. Il y a eu quand même pas mal de productions, d'articles, de reportages qui ont permis aussi au public en France et en Europe de comprendre quel était ce projet. Et je pense que c'est voilà, un effort d'imagination, je pense, qui est demandé aux chrétiens, aux chrétiens de pouvoir se projeter au-delà des frontières en se disant, bah, je fais partie du corps du Christ, de l'Église, en fait, qui est le corps du Christ, hein, si on se réfère à Saint Paul. Et donc, nous sommes différents membres de ce corps, hein, en Europe occidentale, en Afrique des Grands Lacs, voilà. Et il y a ce lien un peu mystérieux, impalpable évidemment, difficile à percevoir, qui nous unit en fait, et qui nous unit à toute la famille humaine, hein. C'est ce qu'a dit le Concile Vatican II. On n'est pas seulement nous les chrétiens entre nous, mais toute la famille humaine qui est unie par ce destin voilà, de la quête d'être pèlerin sur cette terre. Voilà. Et je pense que c'est ça que dit le pape François. Donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, aujourd'hui, on est dans une situation où il faut limiter au maximum et faire baisser au maximum le rythme des émissions. Euh, les politiques publiques telles qu'elles ont été engagées dans les pays du Nord ne permettent pas de tenir les trajectoires qui ont été préconisées depuis maintenant des dizaines d'années par le groupe du GIEC. On est dans une situation qui est très négative, voilà, très mal embarquée, et il faut que en tant que chrétien, enfin, on est invité plutôt en tant que chrétien à ne pas désespérer de ça et à penser, à continuer de travailler pour que une réconciliation soit possible avec, entre nous, ici, à l'échelle de notre pays, et puis avec les peuples des autres pays avec qui on a une histoire qui s'est construite, l'histoire de la colonisation, et penser qu'une réconciliation est possible. Je pense que c'est ça ce que dit le pape François. Et donc les projets, l'engagement contre des projets précis, peut être un lieu sur lequel on éprouve précisément cette fraternité. Parce que je sais, j'avais discuté avec des jeunes chrétiens qui s'étaient engagés contre le pipeline EACOP, et ils avaient noué des liens avec d'autres chrétiens en Ouganda. Ils avaient pu partager, échanger sur leurs problèmes, etc. Et ça a aussi nourri leur vie de foi. Je pense pour les chrétiens français, c'est sûr, parce qu'ils me l'avaient dit. Et peut-être pour les chrétiens ougandais, j'ai jamais été en Ouganda, mais j'imagine que c'était aussi nourrissant pour eux de rencontrer des chrétiens à travers cette action concrète. Un grand merci à tous les deux pour votre présence et votre intervention.
Il y a eu pas mal de questions par rapport à l'Afrique et c'est bien qu'on ait Steven avec nous qui va pouvoir en parler parce que lui est allé en Ouganda il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, juste un petit truc technique. J'avais deux choses peut-être à dire suite aux questions un peu en complément par rapport au fait qu'on s'adresse spécifiquement à Total. En fait, le mouvement Laudato Si, c'est un mouvement international et il y a d'autres actions dans les autres pays vis-à-vis des autres compagnies pétrolières. Donc, il ne s'agit pas de cibler cette compagnie-là plutôt que les autres. C'est plutôt chacun dans son pays s'adresse à la compagnie pétrolière de son pays, mais il y a l'équivalent pour Shell, pour Exxon, pour Eni, voilà, pour d'autres compagnies pétrolières. Voilà. Et sur l'impact au niveau de l'Afrique du changement climatique, peut-être que Steven nous en dira un mot aussi. Alors, je vais le présenter tout de suite. Déjà, je le remercie parce qu'il se joint à nous depuis le Kenya. Il y a 2 heures de décalage horaire, donc c'est vraiment très tard pour lui. Donc, merci Steven d'être avec nous. Il travaille pour le mouvement Laudato Si. Il est coordinateur pour l'Afrique francophone, donc il coordonne toutes les actions qui se passent en Afrique francophone dans les différents pays. Il est en lien avec beaucoup de personnes, à la fois chrétiennes et non chrétiennes, parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent se passer en interreligieux ou avec des mouvements non confessionnels. Et il est aussi impliqué dans des campagnes de développement d'énergie renouvelable en Afrique, dont il va nous parler. Et je trouve que c'est très intéressant de voir la manière dont on travaille ensemble au sein du mouvement, parce qu'on est vraiment dans une collaboration, et puis un peu comme ça a été évoqué tout à l'heure, sur des mêmes actions, et bien, par exemple sur le projet ICOP, il y a des actions en France, il y a des actions en Afrique, en Ouganda, en Tanzanie, et on est vraiment en lien les uns avec les autres pour aller dans la même direction. Voilà. Donc Steven, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup, Anne. Est-ce que tu veux que je projette tes planches ou c'est bon? Suivant comment ta connexion fonctionne. Je peux essayer. En tout cas, je pense que ça marche. Ouais, ça marche. Bien, merci et bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment ravi de faire partie de cette discussion sur Total Énergie parce que c'est vraiment une réalité en Afrique, comme même les autres intervenants l'ont mentionné. Total Énergie est présent en Afrique et les communautés en souffrent beaucoup de la présence de Total Énergie parce que l'approche que Total Énergie utilise dans nos communautés en Afrique, et je dirais que il y a de brutalisation, mais aussi il y a l'approche de corruptive, de collaborer avec le gouvernement, corrompre nos gouvernements pour pouvoir accéder sur le terrain et, et pouvoir accéder sur les terres pour commencer des projets. Et je vais me focaliser sur le projet ICOP qui se développe en Afrique de l'Est, et commençant par l'Ouganda vers la Tanzanie, mais un projet qui affecte beaucoup de communautés, même qui va affecter toute la région, pourquoi pas le monde entier. Parce que nous remarquons que c'est le ICOP, c'est l'oléoduc le plus long au monde et qui va chauffer autour de 50 degrés Celsius. Des fois, nous nous demandons quand nous sommes chez nous, euh, nous allumons des climatiseurs car il est juste autour de 30 degrés Celsius. Et je me demande 50 degrés Celsius qui va chauffer des années et des années, comment est-ce que ça va affecter les membres des communautés et la biodiversité, mais aussi l'impact sur le climat, le changement climatique dans les années à venir. Donc, ce sont des notions de base que je présente qui est important pour ceux qui entendent parler de ICOP. C'est un projet qui fait le gisement du pétrole en Ouganda, dans le district de Hoima. Et
dirige alors, lui, le pétrole vers la Tanzanie, juste au port de Tanga, parce que l'Ouganda, c'est un pays enclavé, il n'y a pas de connexion où Total Energy peut prendre le pétrole directement. Et puis, avec distance de 1403 km, donc c'est vraiment l'oléoduc le plus long au monde que nous allons expériencer, et donc dans la région de l'Afrique de l'Est. Cet oléoduc aussi affecte directement des terres de près de euh, 118 000 personnes, donc à partir de l'Ouganda jusqu'en Tanzanie, parce que ça passe à travers des communautés. Et donc, on parle alors des communautés, des familles qui sont déjà évictées, des autres qui seront évictées, des maisons qui sont démolies et des champs qui sont maintenant dans la possession de Total Energy. Et en Ouganda, à Hoima, où le gisement de ce pétrole se fait, et nous avons deux sites très importants. Le premier site est géré par Total Energy. C'est un site appelé Tilenga. Et puis Kingfisher qui est géré par la Chine avec sa compagnie Sinok. Et aussi, c'est important de savoir que c'est un projet en commun où on a des investisseurs clés. Là, nous avons l'Ouganda comme gouvernement et propriétaire du terrain où le gisement se fait. Et nous avons aussi la Tanzanie qui a aussi donné un grand terrain où l'oléoduc passe. Et puis aussi le port de Tanga où donc le pétrole sera reçu. Mais aussi sans oublier Sinopec qui représente la Chine là et Total Energy, bien sûr, qui a une grande partie, comme vous allez le voir, dans le partage des intérêts. Déjà, on dit que le coût de ce projet va à 5 milliards, mais ça continue à augmenter parce qu'auparavant, c'était 3,5 milliards. Maintenant, l'injustice sur terrain dans ce projet de ICOP commence à se remarquer même dans le partage des intérêts. Parce que vous voyez que Total Energy prend une grande partie, 70%, et puis Sinop prend 8%. L'Ouganda, qui est le propriétaire de terrain et du pétrole, reçoit 15%, la même chose que la Tanzanie. Et ici, on se pose même une question, quel est l'avantage pour la communauté africaine, la communauté ougandaise et la communauté tanzanienne? Parce que ici, il y a histoire de corruption que nous ne pouvons pas ignorer dans nos pays africains, surtout en Ouganda où le président appelle ça mon pétrole. Il ne dit pas que c'est un projet national, il appelle ça son pétrole. Du coup, dans les 15%, il peut même prendre 10% et donner 5% aux autres parties prenantes dans le pays. On ne sait pas qu'est-ce que la communauté ougandaise va bénéficier ici. Et puis, Anne, tu peux m'aider aussi à avancer le diapo si... Attends, parce que sinon je partage l'écran, parce que j'ai l'impression il est figé en fait. Yeah, yeah. Donc, je vais partager moi. OK. Voilà, c'est bon, vous voyez mon écran? Merci, avance alors. Voilà. Yeah. Je passe à la suivante? Oui, oui. Ça, c'est donc l'image de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, tout un parcours de la part de l'Ouganda jusqu'en Tanzanie. Il y a donc des kilomètres et des kilomètres à travers les forêts, à travers les champs des citoyens, à travers les parcs nationaux. Donc, c'est ça
de creusement qui se fait pour que donc Total Énergie, à travers le projet ICOP, il puisse installer donc les tuyaux de cet oléoduc pour que après donc on estime que l'année prochaine, ils disent que 2025, ils vont commencer donc à chauffer le pétrole pour que ça se dirige vers la Tanzanie. Next. Alors, après des années que je fais partie des autres membres donc de campagne contre ICOP, j'ai dirigé des groupes ici à Nairobi au Kenya où je suis, des groupes de jeunes de Kenya. Au Kenya, nous avons un peu de démocratie où on peut faire des campagnes comme ça, mais aussi en mettant ensemble les jeunes venant de ces pays, de la Tanzanie et de l'Ouganda, pour un peu de plus de conscience, pour aussi partager les idées, pour pouvoir faire des actions en ligne. Et on a toujours essayé parce qu'il n'y a pas de liberté pour les jeunes ou bien les membres des communautés de l'Ouganda euh, ou bien la Tanzanie pour faire des actions, pour faire des demandes dans leur pays. Alors, cette année, j'ai eu la chance d'aller sur terrain en Ouganda, juste dernièrement en octobre. Et puis, nous avons visité quelques familles qui sont directement affectées par Total Énergie. Et les familles que nous avons visitées, ce sont des familles catholiques, parce que le mouvement Laudato Si, aussi, on aimerait voir cette implication du projet ICOP sur l'aspect de notre Église, comment nos chrétiens sont aussi affectés et quel serait donc le soutien qu'on peut leur apporter. Donc ici, nous avons le- les deux, les deux vieux qui sont au milieu, qui ont aussi perdu des hectares et qui ont été aussi appelés parmi les autres condamné par le gouvernement de l'Ouganda pour avoir refusé de prendre donc la compensation proposée par Total Energy. Et quand nous avons visité, déjà, nous avons visé à rencontrer certains membres, donc certains membres qui font partie du groupe de 80 personnes affectées par le projet qui ont été donc condamnées par le gouvernement et appelées au tribunal de Kampala. Et le tribunal a jugé en faveur du gouvernement. Alors, ces personnes vont donc tout perdre. Ils vont perdre leurs champs, leurs maisons seront démolies. Et puis, avec la force de Total et collaboration, avec la force, l'utilisation aussi de l'armée, de la police, et avec beaucoup de menaces, donc ces gens-là n'ont rien à faire. Et il n'y a personne pour les écouter ou bien pour les aider. Parce que même les médias sont mis au silence et ils sont interdits de parler de ce qui se passe dans les communautés. C'est seulement ICOP et Total qui ont le droit de partager des informations. Et c'est pour cela que dans le monde, la réalité n'est pas connue de toute cette oppression que Total Energy fait. Et vous pouvez avancer, Anne? Ouais, il reste 5 minutes, Steven. Oui, oui. Ça sera bon? Avancer. Ici et aussi, nous avons, j'aimerais montrer comment ça se présente dans les communautés au niveau de l'Ouganda. Le ICOP a déjà ciblé les endroits, les trajectoires. Et le tuyau là que vous voyez, c'est le signe là où il y aura de réchauffement du pétrole. Et juste à 20 mètres et à 30 mètres, il y a ces maisonnettes que vous voyez ici, vraiment à des pauvres paysans qui ne sont même pas informés, qui ne sont pas au courant de ce qui se passera là. Et nous avons pu rencontrer quelques vieux mamans et qui nous ont vraiment témoigné qu'ils ne savent rien sur
Donc, ils ont vu les gens venir, faire des mesures, mettre tous ces piquets, tout ça, marquer juste la trajectoire de ICOP, mais ils ne sont pas vraiment au courant. Et là, nous demandons parce que Total Energy disent avec le gouvernement qu'ils ont impliqué les communautés au niveau local, mais il n'y a pas vraiment de consentement du peuple au niveau local. Avancez, next. Peut-être un peu comme on est un Oui, petit peu oui. en retard. OK, aussi avancer encore. J'aimerais insister sur ces points clés de violation des droits de l'homme qui sont liés à cette approche de Total Energy. Je cherchais le diapo précédent, Anne, que vous avez sauté. Encore précédent. OK, Ça doit être bon, il y ici. a un décalage quand je change de Alors, plage, mais quelque chose de très important à noter, c'est que la plupart des problèmes liés sur les droits de l'homme au niveau local, c'est le processus d'acquisition des terres parce qu'il n'y a pas de consentement libre et informé et aussi préalable. Mais aussi, on a des pressions contre les personnes affectées. J'ai juste informé qu'il y a ceux qui ont été appelés à la Cour pénale. Même aujourd'hui, ils cherchent à faire de recours, mais ils n'ont pas cette chance parce qu'ils ne peuvent pas même pouvoir se payer d'avocats, des avocats pour les soutenir parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils viennent des milieux ruraux, ils font des kilomètres pour arriver au tribunal. Donc, ils souffrent et à partir de l'acquisition de leurs terres, ils sont interdits à les utiliser jusqu'à ce que les compensations sont données. Aussi, sous évaluation de terres et de culture, et donc ne permettant pas une compensation adéquate. Et donc, la compensation n'est pas adéquate, mais aussi nous avons des problèmes liés à l'héritage. Il y a des terres. La terre en Afrique signifie beaucoup pour les familles parce qu'il y a des terres d'héritage où des frères ou sœurs doivent partager équitablement et il y a des problèmes qui sont liés sur ça. Mais les restrictions aussi partielles et totales liées à l'utilisation de terres qui provoquent aussi des pénuries alimentaires où les familles manquent de quoi manger parce que quand leurs terres sont requises, ils ne peuvent pas cultiver, alors ils perdent de revenus et ils ne peuvent pas payer scolarisation pour les enfants. Donc, et des difficultés liées au accès aux soins de santé, habitation et tout ça. Donc, le retard dans les compensations aussi, c'est parce que ça dure plus de 3 ans pour qu'ils y reçoivent des compensations. L'histoire, c'est qu'en 2012, en fait, quand l'Ouganda est entré en conversation avec Total Energy, et Total Energy avait promis l'Ouganda qu'il va installer de raffineries en Ouganda, l'Ouganda s'est précipité pour commencer ce projet en 2012. Alors, en 2012, et après 4 ans, il y a beaucoup en fait d'écoles et des églises qui ont été fermées et beaucoup d'enfants qui ont été arrêtés pour l'éducation. Et Total Energy ne vous dira pas qu'il y a beaucoup de filles qui ont manqué de scolarisation et qui ont eu des problèmes d'éducation et de grossesse au bas âge. Il y a beaucoup de garçons qui ont abandonné les études parce que ils ont fermé les écoles dans le village et voilà, une génération a perdu d'éducation et de futur comme ça. Alors, nous, quand nous sommes sur terrain, notre rôle, c'est d'essayer d'être le voix des sans-voix, d'amener ces messages, parce que c'était la première fois que nous allons collecter des témoignages venant des personnes affectées sur terrain. Notez aussi qu'il y a un problème d'arriver sur terrain, d'entrer en contact avec ces membres des communautés, parce qu'il y a beaucoup de militarisation, spécialement dans les endroits où il y a ce gisement de pétrole.
plus de 8 bataillons qui sont à Hoima. Et là, vous ne pouvez pas y entrer avec vos caméras, vous ne pouvez pas y entrer donc juste n'importe comment. Il y a beaucoup de fouilles, il y a beaucoup de contrôles. Donc, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de souveraineté. Donc, des problèmes causés par Total Energy, il y a beaucoup de complications et nous sommes toujours en train de recherche et collecter beaucoup des histoires et des témoignages variés de l'Ouganda jusqu'en Tanzanie. Merci C'était beaucoup, ça que Steven. peut-être je Ouais, voulais souligner et vous ouais. informer et je vous remercie pour votre attention. S'il y aura question, je pourrai y répondre. Ouais. Merci. Un grand merci. Peut-être que tu pourrais partager dans le chat si tu as un lien sur Repower Africa, comme on n'a pas eu le temps d'en parler, puis on enverra les planches. Parce qu'on a quelqu'un qui attend pour pouvoir témoigner, qui a participé à l'action, au lancement de la pétition par une action au pied de la tour Total. Je pense que c'est important qu'on puisse l'entendre aussi. Tout à fait, parce que mardi dernier, donc on a fait une action pour lancer cette campagne chrétienne pour changer Total, et qui consistait à prier pour les victimes des projets de Total devant la tour Total, donc avec des chants, des intentions de prière. Et donc on était à la Défense devant la tour Total. On a prié pour les victimes et puis on a essayé aussi d'entrer en dialogue avec les employés de Total qui sortaient de la tour. Et donc on a Cécile Edon qui a participé à cette action et qui est venue exprès ce soir pour pouvoir nous témoigner de comment elle a vécu cette action. Cécile donne la parole à Cécile. Exactement. Et moi, ce dont je peux témoigner, c'est ce qui m'a beaucoup soutenue pour aller dialoguer avec les salariés qui sortaient de la tour Total, qui sortaient de leur journée de travail, c'est toute la démarche qui a précédé. On a vraiment pris le temps à la fois de se saluer les uns les autres, de se redire les enjeux de Total aujourd'hui. Quelqu'un il nous a replacé le contexte de l'entreprise, son activité de recherche et développement vis-à-vis des actionnaires et sa politique d'investissement dans les fossiles, de nous redire pourquoi est-ce qu'on était mobilisés et qu'est-ce qu'on demandait aussi. Et ça, pour moi, ça a été très aidant avec la tête, mais aussi avec le cœur, de brancher un peu toutes les parties, quoi. Aussi les liens du fait qu'on était vraiment un collectif. Et puis, après le démarrage de la veillée de prière, qui a été amorcée d'abord par des chants très joyeux et légers, et puis ensuite, vraiment, comme disait Cécile, cette intercession. Voilà. Et au moment de l'intercession, petit à petit, moi, j'ai senti que j'avais envie d'aller, enfin, que j'étais prête à poser un geste vis-à-vis des salariés. Je sentais que j'étais alignée avec la manière dont c'était proposé, c'est-à-dire qu'on n'allait pas contre eux, on les interpellait pour essayer de changer Total ensemble. Voilà, chacun à sa place, nous en les interpellant, et eux en ayant le plus de pouvoir d'agir que nous, en étant membres de Total, en étant salariés. Voilà. Donc, voilà, ce qui m'a soutenue, c'est la démarche et c'est la prière du collectif. Et c'est aussi le fait d'avoir pris le temps de prier moi. Et ça a donné lieu à deux très belles rencontres. Alors, ce que je dois dire d'abord, c'est que d'abord, j'ai beaucoup rencontré quand même de fermeture, d'hostilité, de gens que ça agaçait notre présence. Voilà. Et du coup, qui étaient fermés. Mais là où c'était possible, quand les gens s'arrêtaient, je leur offrais une bougie et vraiment en leur proposant, est-ce que je peux vous offrir cette bougie? Voilà. Ce qui amorçait la rencontre. Voilà. Et il y a vraiment deux personnes on ne s'est pas juste salué, quoi. On a dialogué. La première, ce qui a été très beau, c'est que j'ai senti en fait qu'en lui offrant cette bougie, elle avait tout à fait compris qu'on interpellait. Et elle était elle-même dans cet inconfort en ayant travaillé plusieurs années dans le secteur fossile. Donc ça venait la rejoindre là. Donc le lien s'est tissé là. Et après, elle m'a aussi partagé sa fierté de travailler dans le domaine des recherches et développements sur les énergies fossiles.
sur les énergies solaires, pardon. Voilà. Et donc là, je sentais qu'elle était alignée et qu'elle était très reconnaissante, en fait, qu'on vienne soutenir, ouais, qu'elle se sentait rejointe du coup, par notre présence. Elle se sentait, elle, soutenue comme salariée de Total. Bah, donc, on s'est quitté sur un échange de lumière, en fait, où elle était heureuse, reconnaissante de notre présence, et moi, de la soutenir en lui disant, mais c'est toi qui as le pouvoir d'agir. Toi, tu peux le transformer. Enfin, tu peux continuer à croire à ce que tu as déjà, quoi. Et la deuxième rencontre que j'ai faite, c'est deux qui se sont présentés à moi comme stagiaires. Hein. Et j'ai tout de suite perçu qu'un des deux était très touché, et il l'a dit. Il était quasiment aux larmes, donc enfin, ça se voyait extérieurement, quoi, et sur son visage. Et en fait, ce qui l'a touché, c'est de sentir, il m'a dit, c'est la première fois que je sens une action qui n'est pas faite contre nous, mais qui est faite avec nous. Et ce qui me touche vraiment, c'est que, en fait, on marche dans la même direction. Alors, moi, je lui avais dit quelques mots, mais le fait qu'il le reformule lui-même, enfin, en fait, que c'était ça qui le touchait, en fait, ça a vraiment ouvert sur la possibilité pour lui, en fait, d'accueillir cette bougie et de dire, en fait, je peux pas la ramener dans les transports. Et en fait, je lui ai proposé, bah si, éteins-la, puis rallume-la chez toi. Et son visage s'est à nouveau illuminé. Et à nouveau, en fait, il s'est dit, ben, il a vraiment fait cette expérience du lien qu'on avait tissé, quoi. Et du fait d'avoir envie bah ouais, de contribuer très modestement à sa place. Voilà, je m'arrête là. J'ai déjà débordé. En tout cas, pour moi, ça a été une très belle expérience. Merci beaucoup, Cécile, pour ce témoignage donc, de cette action. On vous enverra les slides, les diapos, et vous avez sur la diapo précédente donc, qui parle de l'action une vidéo si ça vous intéresse d'aller regarder. Voilà, il y a un lien pour voir un peu plus à quoi ressemblait cette action. Et donc très rapidement, avant de vous laisser, je voulais vous présenter la campagne avec une vision plus globale, parce que donc cette action qu'on a fait devant Total et puis ce webinaire de ce soir, ils s'inscrivent dans une campagne qui s'appelle Ensemble pour changer Total, les chrétiens s'engagent. Et donc pour ça, vous avez le site ensemblepourschanger-total.org qui va être très bientôt disponible, sur lequel on a à la fois une pétition chrétienne pour changer Total que vous pouvez signer et diffuser, partager à vos proches, etc. Vous avez aussi un argumentaire plus détaillé sous forme de FAQ, donc de questions-réponses, avec notamment beaucoup de questions qu'on a abordées ce soir. Et puis, vous avez aussi toutes les actions qui se sont passées, sur lesquelles vous avez des articles, etc., comme celle de la semaine dernière. Et puis, on mettra au fur et à mesure de l'année les actions à venir qui sont prévues, si vous voulez vous y joindre. Et puis, cette pétition, elle durera jusqu'en juin, où au moment de l'âge total, on la remettra à Patrick Pouyanné d'une manière ou d'une autre. Et c'est aussi le moment des 10 ans de l'encyclique Laudato Si, donc c'est très significatif pour nous. Et puis enfin, sur le site, vous retrouverez des ressources pour pouvoir communiquer sur la campagne et sur la pétition auprès de votre communauté chrétienne locale, auprès de vos proches, etc. Et pour finir, je voulais lire avec vous le texte de la pétition. Alors, je ne sais pas, Anne, peut-être si on lit tout ou si on le passe plus rapidement pour gagner du temps. Mais en tout cas, sachez que c'est aussi pas anodin pour nous de lancer cette pétition maintenant, parce que ça s'inscrit dans un contexte où le mardi dernier, on a eu une annonce mondiale de désinvestissement des églises chrétiennes du secteur des fossiles, donc des investissements financiers. Et donc, on a 2 diocèses français qui ont mis en place ces mesures de désinvestissement financier, qui sont le diocèse de Nantes et le diocèse de Grenoble. Et puis, on a aussi une autre annonce qui est celle de l'Église de France qui, aux côtés d'autres responsables religieux, a interpellé les dirigeants politiques français, donc le Premier ministre et le Président, pour signer un traité de non-prolifération des combustibles fossiles et exiger une sortie rapide et juste des énergies fossiles. Donc vraiment, on se sent porté aussi
le contexte de l'Église de France et de l'Église mondiale sur ce sujet de cette campagne. Voilà, je vous laisserai peut-être lire le site de la pétition qui est disponible, enfin lire le texte, pardon, de la pétition qui est disponible sur le lien que vous aurez dans les diapos. Et puis, on voulait finir avec une prière. Anne, est-ce On que peut tu... peut-être partager le lien vers la pétition dans le chat, comme ça les personnes pourront Oui, ouvrir et ils auront le d'accord, texte. je vais le mettre. Voilà. On voulait effectivement finir par une prière. Est-ce que tu veux la lire ou je la lis? Vas-y, tu peux la lire. Seigneur, la crise climatique nous met devant un défi immense. Nous avons besoin de changer. Nous avons besoin de changer tous, profondément, nos manières de vivre, de travailler, de penser le monde. Nos entreprises ont besoin de changer. Nous savons que le changement ne sera pas facile, mais devant la souffrance de nos frères et sœurs, devant la souffrance de la création que tu nous as confiée, nous n'avons pas le choix. Nous devons changer. Et nous nous tournons vers toi. Nous te prions d'abord pour les victimes du changement climatique qui subissent aujourd'hui les inondations, la sécheresse, les vagues de chaleur et toutes leurs conséquences, et pour toutes les personnes qui subiront demain des conséquences encore plus dramatiques, notamment les générations futures. Nous te prions pour le dialogue, que nous ne laissions pas diviser par les difficultés, mais que nous ayons le courage de nous écouter et de dépasser les points de vue simplistes. Que nous ne restions pas aux mots, mais que ce dialogue débouche sur des solutions concrètes et constructives. Nous te prions pour les salariés, les entreprises fossiles, et en particulier Total, qu'ils mettent leurs forces et leurs compétences au service du bien commun. Nous te prions pour les militants, qu'ils soient artisans de paix et prophètes de vérité. Donne-nous le courage de ne pas nous résigner, de répéter inlassablement qu'un autre monde est possible, que nous puissions ouvrir ensemble les chemins de transformation dont nous avons besoin. Amen. Je vous enverrai le texte de la prière aussi. Merci à tous pour votre présence ce soir. Merci en particulier à nos intervenants. Merci à Louis-Maxence Delaporte, à Steven Kizamoutima d'être venu ce soir et puis à Pierre-Louis aussi qui a dû partir. Vraiment, on était très heureux que vous soyez là. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne soirée et on compte sur vous pour voilà, prolonger cette campagne et faire vivre cette pétition. Bonne soirée! Bonne soirée à tous.